Moi, je me suis beaucoup interrogé au début. Je voyais mal comment des équations pouvaient expliquer tout ça. Mais en fait, c'est une réalité. Et vous avez reçu, alors je le dis pour vous, parce que autrement vous ne l'auriez pas dit, en 2006, de l'American Institute of Physics, le Best Paper Award pour la théorie du dédoublement. C'est dû simplement au fait que cette théorie permettait de prévoir l'arrivée des planétoïdes qui sont maintenant bien observés à côté de Pluton et qui interrogent les astrophysiciens qui n'ont pas encore bien étudié la théorie du dédoublement et qui ne savent pas que nous sommes en train de vivre la fin d'un cycle de dédoublement du temps que les anciens appelaient tout simplement la fin des temps. Ce n'est pas la fin du monde, c'est simplement un passage d'une période à une autre et qui nécessite pas mal de compréhension pour pouvoir éviter quand même des secousses chaotiques. Donc mon but est quand même d'essayer de faire en sorte que cela soit suffisamment connu pour qu'on évite quand même des chaos planétaires. J'ai prévu un horizon qui permettrait d'attirer quelque chose du nuage de Oort, et c'est parce que des années plus tard, j'ai mis ça sous une forme un peu plus sérieuse, que les gens ont été voir les premières publications et se sont aperçus que c'était déjà là. C'est la raison pour laquelle cette théorie a été récompensée, parce que l'arrivée des planétoïdes, aucune théorie ne l'explique. Absolument aucune théorie n'explique, de même le réchauffement planétaire. Donc tout ça rentre en jeu, et petit à petit, ça sera connu, mais c'est pas l'important. L'important est ce que Monsieur Tout-le-Monde puisse utiliser cette théorie dans le quotidien, et c'est là où tout le monde va s'apercevoir que c'est quelque chose d'essentiel. Ça a été occulté pendant presque 2000 ans, mais la notion de double était une notion totalement connue qui permettait de mieux vivre. Je suis persuadé, moi, que si on devait vivre il y a 3 ou 4 000 ans sans connaître l'existence du double, on n'arriverait pas à survivre. Nous survivrons parce que nous avons une possibilité de vie qui n'est complètement différente de la possibilité qu'avaient les hommes de vivre il y a 3000 ans. Serions-nous capables de survivre? Regardez, vous prenez la guerre de 14-18 par exemple, où déjà les Américains avaient une civilisation qui n'était pas la même que le poilu de la tranchée, le poilu français. Le poilu survivait dans le manque d'hygiène. L'Américain ne survivait pas. Pourquoi? Parce que le Français était habitué à une vie rurale un peu rude, et l'Américain était déjà habitué à une civilisation que l'on connaît maintenant mieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la civilisation avec un grand C. Mais cette civilisation est-elle la vraie civilisation? Si on ne connaît pas le double, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas pourquoi on est sur Terre. On ne sait même pas pourquoi on vit. Alors que nous vivons parce que nous sommes apparus sur Terre en quittant une ouverture temporelle, en quittant notre double, par une ouverture temporelle, dans son temps, et que la mort va nous ramener à notre double. Si nous ignorons cela, nous ignorons tout. D'accord, et ce que vous dites sur les 3 temps, c'est que nous sommes dans un présent pour répondre à une question que l'on s'est passée dans le passé, et pour y répondre au mieux, nous avons les ouvertures temporelles dans le futur. Il faut les utiliser. Il faut utiliser tous les instants imperceptibles. Or, il y a autant d'instants imperceptibles qu'il y a de temps perceptible, c'est-à-dire vous pouvez utiliser les ouvertures temporelles tout le temps. Et ça, c'est une nouveauté qui est liée à la fin du cycle. Depuis l'année 1989, une année marquée par une explosion solaire d'envergure, nous avons la possibilité d'avoir toutes les informations du futur dans chaque ouverture temporelle. Donc ça, c'est une notion que l'on développera peut-être la prochaine fois, hein, cette notion de cycle de 25 000 ans, de 75 000 ans, etc. Et de cette fin, de cette période qui correspond qui est une fin vous dites, différence. Non, c'est pas la fin des temps, c'est la fin du dédoublement des temps. La fin du dédoublement des temps. Alors il faut savoir une chose qui est intéressante, ce cycle de 25 000 ans est quand même assez perturbateur pour ceux qui le vivent. Et il y a un cycle de 3 fois 25 000 ans, c'est-à-dire 75 000 ans, où là, il y a un risque gros puisque 99% des espèces disparaissent, statistiquement. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est les traces que l'on conserve. C'est voilà. On sait que tous les 75 000 ans,
il y a un risque. Alors, évidemment, c'est tous les 75 000 ans, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, comme je dis toujours, c'est que la dernière fois, c'est il y a 75 000 ans. Donc, il faut peut-être faire attention. Mais attention aussi, attention, ça signifie que le potentiel est dangereux, mais ce n'est qu'un potentiel. Si on change le potentiel, il n'est plus dangereux. Il faut changer son futur avant de le vivre. Donc il faut savoir que le futur est dangereux, mais pas être comme des idiots à dire « je suis obligé de vivre le danger ». Modifions le futur pour le rendre non dangereux. À ce moment-là, nous aurons une fin du dédoublement des temps qui ne sera pas du tout chaotique. Alors il faut revenir au principe du double. Donc il faut revenir au principe du double et contrôler, en fait, nos potentiels, ça revient en fait contrôler nos pensées et nos intentions. Bien sûr. Si vous pensez que la Terre se dérègle, si tout le monde pense que la Terre se dérègle dans le futur. C'est immédiat. Ensuite, qu'est-ce que vous allez récolter? Le dérèglement. C'est une loi toute bête. Je pense quelque chose, je fabrique dans le futur de quoi me prouver que j'ai raison. Je pense que mon fils est paresseux, je lui fabrique dans le futur un potentiel. Par affection pour moi, il puise dans ce potentiel, il devient paresseux. Et il me dit, c'est vrai, je suis paresseux. Et je dis, tu vois, j'ai raison. Hein. Puis l'enfant, il ne sait pas quoi faire. Il est toujours paresseux par affection pour moi. Heureusement pour lui, à 14 ans, il rue dans les brancards. Ça s'appelle la crise d'adolescence. Il se dégage. Et là, il s'aperçoit que, tiens, il est travailleur. Il n'est pas paresseux. Pourquoi? C'est son père qui lui avait fabriqué ce potentiel. Maintenant qu'il n'est plus dans le potentiel de son père parce qu'il n'est plus dans la même affection, eh bien, il s'aperçoit qu'il n'est pas paresseux. Donc, méfiez-vous si vous pensez que vos enfants ont des défauts. Est-ce que c'est pas vous qui lui fabriquez ce défaut? Et il y avait une loi toute simple qui existait avant. La loi, quelle loi de toutes les lois tu veux parler? La loi de penser à ou de ne pas penser à, je vous laisse la dire. C'est-à-dire, c'est une loi, c'est un garde-fou cette loi. Puisque je puise dans un potentiel qui est fabriqué par tout le monde, si je veux que tout le monde vive bien, à ce moment-là, peut-être que moi je vivrai bien. Ça consiste à penser à faire à autrui ce que j'aimerais qu'autrui pense à me faire. Là, je suis tranquille, c'est un garde-fou. Ça ne veut pas dire que ce que je pense à faire à autrui est bon, mais pour moi, je considère que c'est ce que je souhaiterais qu'on pense me faire. Et bien, si je suis dans cette optique-là, j'ai mon garde-fou personnel, et si tout le monde pensait ça, évidemment, le monde irait beaucoup mieux. Alors, c'est un principe scientifique. Pensez à faire à autrui ce que vous voudriez qu'autrui pense à vous faire. Alors, tout simplement. Vous dites que c'est un principe scientifique, vous n'allez pas un peu loin, non? Mais non, puisque si je fabrique un potentiel qui est disponible pour tout le monde, ce potentiel ne s'ouvre que si la personne est dans les mêmes pensées que moi. C'est-à-dire s'il y a une relation d'amitié entre elle et moi. Si maintenant il y a une relation d'inimitié, le potentiel se ferme. Donc on peut dire que si je pense quelque chose, n'importe qui peut activer la conséquence de ses pensées s'il m'aime bien. Et en m'aimant bien, s'il pense comme moi, il peut attirer ce que j'ai fabriqué. C'est tout bête. De même que cette loi existe pour l'inimitié, qui repousse les potentiels. J'ouvre les potentiels par amitié, je les referme par l'inimitié. Mais imaginez maintenant que votre ennemi est à son tour une réaction d'inimitié, les potentiels d'inimitié s'ouvrent et c'est la guerre. Donc on peut dire de façon scientifique, la haine est une énergie d'attraction pour deux ennemis, l'amour est une énergie d'attraction pour deux amis, et l'amour est une loi de répulsion pour les ennemis dont on est amis. Donc, il y a une conclusion en fait on en conclut, c'est quoi? Aimer vos ennemis. Ah oui. Et c'est scientifique aussi. On peut dire que c'est scientifique. Et qu'il y a un scientifique qui aura pu dire une fois comme ça pour s'amuser, alors qu'on ne pouvait pas comprendre, aimez-vous les uns les autres. Et c'est une loi physique. Tout simplement une loi physique que n'importe quel animal suit pour avoir les meilleurs instincts. Mais l'homme ne le suit pas. L'homme est le seul à faire du mal à sa propre existence. Il ne sait pas qu'il fabrique
son propre danger en pensant au danger. Alors qu'il lui suffit de penser à un avenir pacifique pour obtenir un avenir pacifique. Ce n'est pas difficile, et la règle, eh bien, pense donc à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire pour vivre en paix. Et voilà. Alors, pour conclure, peut-être avant de vous passer la parole, si certains veulent poser des questions, qu'est-ce qu'il faut faire en quelques mots lorsqu'on s'endort pour essayer, j'allais dire, d'optimiser cet échange avec notre double? Il faut lui livrer nos difficultés, les mauvaises pensées qu'on a eues dans la journée, les difficultés, en lui demandant arrange-moi ça. Dans l'ignorance, il vaut mieux essayer de s'endormir dans le calme, la tranquillité, le manque d'angoisse, la confiance de l'enfant. Tout simplement, on ne peut pas dire là en 5 minutes, ce n'est pas possible de donner exactement toutes les indications, car ça serait entraîner les gens dans l'erreur. Mais il faudrait essayer de retrouver en nous l'enfant qui a confiance dans l'avenir, parce qu'il donne tous ses soucis à sa mère en s'endormant. Ben là, il faut donner tous ses soucis à son double et s'endormir. Mais ne croyez pas que c'est suffisant quand on est adulte. Retrouver l'enfance, c'est pas simplement... c'est qu'on a fabriqué quelque chose dans la journée que l'enfant, lui, ne fabrique pas. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais disons que c'est une règle de base au moins. Savoir s'endormir dans le calme et la tranquillité en pensant que le double va tout arranger, c'est déjà un premier pas. Mais c'est insuffisant. Il faut quand même, bien sûr, aller plus loin, toujours plus loin. Et je pense que vous aurez toujours des questions à vous poser, car chaque fois que vous avez une réponse à une question valable, vous apercevez que vous avez d'autres questions qui arrivent derrière. Et on peut se dire une chose, c'est que quand on rentre dans le cercueil, on n'a pas répondu aux questions que l'on voulait. La preuve, c'est qu'on va en chercher d'autres ailleurs. Et on peut dire la chose, pour conclure si vous voulez, c'est quand même la mort. C'est quelque chose qui est bien puisqu'on le garde pour la fin.